Un sujet, deux points de vue. Agora. Crise grecque, crise de l'Europe. Au-delà du super plan de 750 milliards d'euros, comment mettre l'économie européenne véritablement à l'abri des coups de boutoir spéculatifs? Deux eurodéputés, la française Sylvie Goulard et l'allemand Sven Giegold, planchent l'un et l'autre sur un renforcement de la supervision financière à l'échelle de l'Union. Ils confrontent leur point de vue sur les pistes pour l'avenir. Les marchés contre l'euro, que peut faire l'Europe? Tel est le thème de cette édition d'Agora. Il faut éviter de tomber dans la caricature. Il y a une responsabilité des marchés, il faut mieux contrôler les marchés, mais je crois qu'il y a aussi une responsabilité des États membres de la zone euro qui tout simplement n'ont pas respecté le traité qui dit que l'euro est une responsabilité commune, un choix politique qui nous engage et dont nous n'avons pas à ce jour tiré toutes les conséquences. Tout d'abord, c'est vrai, nous avons besoin d'une politique économique commune en Europe. Pour autant, malheureusement d'ailleurs, les traités n'exigent que partiellement une telle politique. Nous n'avons toujours pas un ministère européen des Finances qui pourrait intervenir activement en cas de problème. Nous n'avons toujours pas une politique européenne commune en matière fiscale. Et il y a un autre point sur lequel je vous rejoins. Les États membres ne respectent ni les accords, ni même parfois les traités européens. C'est pour cela que la réponse à la crise devrait être une véritable politique économique commune. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer, qu'on a besoin de les tirer avec un dialogue. Et ce qu'on peut noter de cette période aussi quand même, c'est que beaucoup de tabous ont été brisés ces dernières semaines. Beaucoup de choses dont on disait qu'elles étaient impossibles et on a toujours tort de ne pas vouloir ouvrir ce genre de dossier. Je pense au rôle de la Banque centrale, je pense aussi effectivement à des signaux en termes de compétitivité, de différentes économies. On a au moins la chance, grâce à la crise si j'ose dire, de pouvoir ouvrir des dossiers qui ont été trop longtemps laissés fermés, avec, je crois, de la part des États membres, beaucoup trop d'indifférence mutuelle, et que là nous sommes au pied du mur avec tout ce que ça a de désagréable, mais tout ce que ça ouvre aussi comme perspective. Ma perception est la même. Nous avons une fenêtre d'opportunité. Si on veut arriver un jour à une politique économique commune, ça doit commencer aujourd'hui, maintenant. Le problème, c'est que jusqu'ici, cette politique commune a échoué à cause des États membres qui ont préféré défendre leurs privilèges individuels. Les Luxembourgeois et les Autrichiens veulent continuer à jouer le jeu des paradis fiscaux. Les Britanniques veulent maintenir à Londres un marché financier quasiment sans régulation, maintenir aussi les statuts des îles anglo-normandes et des îles Caïmans. L'Allemagne veut continuer à freiner l'augmentation du niveau des salaires et en même temps baisser les contributions sociales pour pouvoir exporter au détriment des voisins. L'Europe du Sud, et notamment la France, ne prennent pas vraiment au sérieux les problèmes de financement des systèmes de retraite et les problèmes liés aux dépenses de l'État. Et donc, chacun défend ses privilèges avec pour résultat que l'Europe dans son ensemble n'avance pas économiquement. Je crains qu'on ait vraiment rompu le pacte entre les générations. Un de mes grands soucis en Europe en ce moment, c'est qu'on a un peu l'impression que contrairement à ce qui a animé les pères fondateurs de l'Europe, qui étaient très ouverts sur l'avenir, on a des générations au pouvoir qui ont accepté de s'endetter pour financer des dépenses courantes. Il ne s'agissait pas, si on s'endette pour financer de la recherche, des investissements, dans ces cas-là, on lègue quelque chose aux générations futures. Mais le vrai scandale actuel, c'est qu'en France en tout cas, la France vit au-dessus de ses moyens et s'endette pour financer des dépenses courantes, que ce soit les dépenses de l'État, les dépenses des collectivités locales, voire certaines dépenses sociales, dont on nous dit qu'elles nourrissent la consommation, mais on ne peut pas éternellement financer des prestations sociales par le crédit. Donc ça, c'est une rupture du pacte dont on voit vraiment en ce moment très concrètement les limites, avec un chômage des jeunes qui est massif et qui est très préoccupant parce que ça désespère les jeunes générations, et en même temps des aînés qui s'accrochent à un certain nombre de privilèges en termes de retraite et de départ à la retraite, qui en plus n'a pas toujours quelque chose à voir avec la durée de vie. Il y a aussi une chose qui me dérange. Certes, nous avons besoin de règles renouvelées pour le pacte de stabilité, mais d'un autre côté, en pleine crise, il ne faut pas tuer les jeunes pousses d'une croissance encore vulnérable à coup d'austérité. Ce sont des exigences que j'entends de plus en plus souvent ici au Parlement européen et aussi en Allemagne. Or, si on impose la rigidité au mauvais moment, le résultat n'est pas une croissance verte, mais risque plutôt d'être un grand désastre économique. C'est pour cela que je souhaiterais parfois, du côté de l'Allemagne notamment, un peu plus de raisonnement macroéconomique.
an makroökonomischer Vernunft wünschen. Sur la supervision financière, pour l'instant, on a un système qui est très largement national. Et la crise a montré que les superviseurs nationaux, que ce soit les banques centrales ou que ce soit des autorités indépendantes, ont très peu travaillé les uns avec les autres. Ce que nous essayons de faire au Parlement européen, c'est d'abord d'avoir, au niveau de la Banque centrale, pour l'ensemble de l'Union européenne, une analyse macroéconomique qui soit orientée vers le risque. Je ne dis pas que la Banque centrale ne faisait pas des analyses macroéconomiques, mais orientée vers le risque et notamment les risques majeurs qu'on appelle systémiques. Et d'autre part, une supervision beaucoup plus poussée des acteurs de marché et du contrôle des produits, des banques, des assurances, et notamment de tous ces groupes qui sont transfrontières en Europe et qui sont nés grâce au marché intérieur et à l'euro. Donc il faut être très ambitieux et le Parlement vient d'adopter une position en commission économique et monétaire à laquelle nous avons travaillé ensemble, qui est beaucoup plus ambitieuse que celle du Conseil. Et nous voulons mettre le Conseil devant ses responsabilités et lui dire, voilà, vu ce que nous avons vécu en 2008-2009, vu ce que nous vivons maintenant, est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut se passer d'outils européens de supervision financière ? Avec la crise, on a découvert que les administrations de supervision nationale pratiquaient entre elles la concurrence. En réalité, c'est complètement fou. La concurrence devrait se faire entre les entreprises. Mais si on se fait de la concurrence autour de la question qui a les règles les moins contraignantes, alors, à mes yeux, il y a perversion du principe de concurrence. Or, chez nous, en Europe, pas mal de gens ont adopté le refrain de la concurrence des systèmes. Ces gens disent « Nous avons besoin d'une mise en concurrence pour avoir les impôts les plus bas ». Ou ils se demandent « Qui a le moins de bureaucratie ? Qui exerce le moins de contrôle sur les entreprises ?» Maintenant, ce que nous essayons de faire, c'est d'établir un cadre européen commun. Un marché commun a besoin de règles de supervision communes et la concurrence doit s'exercer en respectant ces règles. La question n'est donc pas de créer une super administration européenne qui étouffe le marché. Non, il s'agit plutôt d'établir un cadre pour les marchés financiers en disant « Voilà, nous n'entrons plus en concurrence sur la question de savoir si le contrôle des marchés financiers est plus favorable aux banques à Londres, à Paris ou à Francfort. Il nous faut un cadre commun pour toutes les banques. Ensuite, c'est la concurrence directe entre les banques qui permettra d'offrir les meilleurs services. Par ailleurs, il y a des excès sur certains marchés et il faut tout simplement supprimer certains produits. Par exemple, pourquoi accepter les spéculations avec des instruments de crédit massifs sur des marchés à court terme qui sont hautement spéculatifs? Personne ne peut me donner une réponse. À quoi bon? Nous avons vu en Grèce et aussi au Portugal que cela générait des comportements spéculatifs. L'État doit pouvoir dire qu'une certaine catégorie d'opérations ne doit pas être autorisée n'importe quand. Je suis entièrement d'accord à la fois sur la compétition malsaine et j'ajouterais même sur le fait que les défenseurs soi-disant du marché et de la compétition ont en général veillé à ce qu'il n'y ait pas de règles et même pas les principes qui sont inhérents au marché, c'est-à-dire la transparence, le fait de rendre des comptes et qu'il y ait un nombre d'acteurs suffisamment grand. On a assisté au nom du marché, à une perversion du marché et je crois que de ce point de vue-là, il ne faut pas trop compter sur la rationalité humaine non plus. C'est ça.